Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo du coin de l'art qui porte sur un compositeur français, Alexis de Castillon. Donc vous avez les dates dans le titre, 1838-1873. Donc je vous avais dit après les vidéos sur Léonard de Vinci que on aurait des vidéos sur l'histoire de l'art en général. Ça arrive très bientôt, mais je voulais d'abord vous parler de ce compositeur dans le cadre de deux vidéos, une vidéo sur sa vie et une vidéo sur son œuvre. Donc d'abord une présentation générale de Alexis de Castillon, qui est un compositeur méconnu, donc c'est assez normal si vous ne le connaissez pas. Donc il est français, il est aristocrate, pour être plus précis c'est un vicomte et un fils de marquis. Il fait partie de la génération de Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns, et de Georges Bizet. Donc ça veut dire qu'il est né à peu près à la même époque qu'eux, mais il a bien sûr été contemporain de compositeurs nés avant, comme par exemple Charles Gounod. Il fait partie de ce qu'on appelle de l'école de Franck, c'est-à-dire un ensemble de compositeurs qui ont été formés par César Franck dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Une des autres particularités d'Alexis de Castillon, c'est d'être mort très jeune, à 34 ans, ce qui va avoir forcément une incidence sur sa biographie, sur son œuvre. Donc très peu connu aujourd'hui, mais aussi peu connu à l'époque par le grand public, et même incompris. Et au final, ceux qui l'ont vraiment apprécié, qui l'ont reconnu, ce sont tout simplement les compositeurs qu'il connaissait de son entourage, qui étaient des compositeurs pour la plupart de sa génération. Au niveau de son œuvre globale, c'est quelqu'un qui a plus composé de la musique instrumentale. Donc il a tenté de développer une musique de chambre typiquement française, à une époque où la musique de chambre était largement dominée par les Allemands. Et on va le voir, faire de la musique instrumentale en France à cette époque, c'était pas évident, puisque en France, c'est toujours la musique lyrique ou vocale qui a dominé. Enfin, dernier point sur Alexis de Castillon pour cette présentation en général, son œuvre, son écriture se caractérise par une certaine faiblesse dans la forme, mais une recherche d'innovation, une originalité, des idées souvent très intéressantes. Donc, c'est ces points-là qu'on va voir ensemble, mais pour cette première vidéo, on va surtout suivre la vie d'Alexis de Castillon. On commence par les 11 premières années de sa vie, de 1838 à 1848, qu'il passe à Chartres. Donc il naît à Chartres dans un milieu plutôt musicien, puisque son oncle était un violoniste d'assez bon niveau, puisqu'il avait été formé par Baillot qui est un célèbre, alors là je vous mets son nom et ses dates, qui a été très important pour l'histoire du violon français, qui a formé beaucoup de violonistes, et son père, donc le marquis de Castillon, donc aimait beaucoup la musique, et chantait assez bien. Donc sans être comme par Mozart, le fils d'un compositeur, il avait quand même un environnement musical. À l'âge de 4 ans, par exemple, on sait qu'il était capable de reproduire toutes les mélodies qu'il entendait avec sa flûte à bec. Donc ça prouve quand même une qualité d'écoute, une oreille déjà assez exceptionnelle et qui a été développée par des cours de piano qui lui ont été donnés chez ses parents à Chartres, jusqu'à donc à l'âge de 11 ans, l'époque où il va quitter Chartres. On ne connaît pas le professeur, mais le point qui est finalement le plus important, c'est qu'après des cours privés jeunes, au XIXe siècle, on est censé entrer au conservatoire. Or, ce n'est pas le cas d'Alexis Castillon qui ne va jamais passer par le conservatoire. En revanche, il va compléter ses connaissances et ses cours de piano par deux moyens. D'abord, il avait accès à l'orgue de la cathédrale de Chartres, où donc il a pu pratiquer et est devenu assez bon organiste. Puis plus tard, dans le collège qu'il a fréquenté, il aura aussi accès à un orgue, ce qui fait que c'était un organiste assez bon, même si vous allez le voir, il n'a jamais composé pour orgue. Et puis, en autodidacte, il s'est beaucoup intéressé aux œuvres des grands maîtres allemands du passé. Donc ce qui donne à son œuvre un esprit quand même germanique,
donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de profondeur, un aspect très subjectif, hein, moins descriptif par rapport à la musique française, mais quand même, sa musique reste française par bien des égards, et cette base des maîtres allemands est assez commun à tous les compositeurs français de cette époque. Et le plus important, c'est que cette inspiration des maîtres du passé n'a en rien atténué sa grande originalité. À partir de 1849, donc il a 11 ans, il arrive à Paris, et là, on passe aux choses sérieuses, puisqu'il va prendre des cours privés avec Charles Deliou de Savignac. Donc là aussi, je vous mets ses dates de vie et de mort, qui était un professeur à la mode qui venait donc de sortir du conservatoire, qui avait échoué au Prix de Rome, qui est le plus grand concours de musique en France à cette époque, et il avait échoué 2 ans avant, mais qui était réputé comme professeur de piano à Paris. Donc déjà, il commence à avoir une formation un petit peu plus soutenue. Pendant cette époque-là, donc bien sûr, il suit ses études et il va notamment suivre des cours de rhétorique en 1853-1854 dans un collège parisien, ce qui déjà montre qu'il avait donc une certaine culture, une certaine aisance dans ce domaine-là. Et c'est assez important, on va le voir dans sa musique, parce que justement, sa musique va être toute sauf superficielle. En 1855, il va rentrer dans une école préparatoire au concours de l'école de Saint-Cyr, donc qui permet de faire carrière dans l'armée. Et justement, 1 an plus tard, en 1856, il est admis à l'école de Saint-Cyr, donc il va suivre une carrière militaire, donc il va avoir 2 postes différents, mais il va commencer surtout comme sous-lieutenant. Et la surprise surtout, c'est qu'il va mettre fin à cette carrière militaire dès 1861. Elle aura duré que quelques années pour se tourner vers la musique. Donc, il a ses cours de piano, on l'a vu avec Deliou de Savignac, mais en parallèle, il va continuer son étude des maîtres allemands et va composer ses premières œuvres. Donc on le verra par la suite, surtout dans la deuxième vidéo. Les œuvres de cette époque vont être en partie détruites car il va les juger trop faibles, ou certaines, comme une messe, vont être laissées inachevées. À partir de 1863, Castillon va commencer à avoir des problèmes de santé récurrents, hein, qui vont être la cause de sa mort prématurée. Et il va décider d'aller passer des étés dans le sud de la France, à Pau, et aussi dans les Pyrénées, pour profiter d'un climat plus chaud. Et dans le cas, on va le voir par la suite, de ces hivers à Pau, hein, régulièrement, il va tenter de développer la vie musicale à Pau, notamment en tant que pianiste, en tant que chef d'orchestre aussi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va tenter de mettre en place des concerts populaires, donc des séries de concerts, sur le modèle des concerts populaires créés à Paris par Jules Padeloup. L'année 1867 est importante puisqu'il décide enfin de prendre des cours de composition. En effet, il se rend compte qu'en autodidacte, il atteint ses limites dans tout ce qui est l'harmonie, et encore plus dans la fugue et le contrepoint, qui sont des disciplines très complexes. Sur le conseil de ses amis, notamment compositeurs, il décide de suivre des cours privés de Victor Massé, qui était assez réputé puisqu'il était professeur au Conservatoire de Paris et assez célèbre de son temps comme compositeur d'opéra, même si aujourd'hui il est très rarement joué. Et d'ailleurs, Victor Massé va essayer de convaincre Alexis de Castillon de se concentrer sur la musique lyrique. Mais il va échouer puisqu'Alexis de Castillon va toujours se concentrer en priorité sur la musique de chambre. L'année 1869 est peut-être la plus importante pour Castillon puisque sur les conseils de son ami et compositeur Henri Duparc, il prend la décision de laisser Victor Massé pour se tourner vers des cours de composition de César Franck. D'où, je vous l'ai dit en présentation, le fait qu'il soit considéré comme un compositeur de l'école de César Franck. C'est là, à ce moment-là, qu'il détruit une partie de ses compositions précédentes qu'il juge de trop faibles pour être conservées, mais toutes ne vont pas être détruites. Et pour lui, sa véritable carrière de compositeur débute à ce moment-là. Alors Franck, concrètement, il va l'aider à mieux comprendre certains compositeurs, notamment Gluck, Beethoven et Bach.
En ce qui concerne Wagner, c'est plutôt ses amis Saint-Saëns et Duparc qui vont lui faire découvrir ce compositeur qui, justement, à cette époque, fin 1860, commence à être joué régulièrement et un peu à être apprécié progressivement en France. Mais dans ses dernières œuvres, donc dans les années 70, il va plutôt être influencé par Bach, que ce soit dans l'ouverture qu'il va composer, dans le psaume pour voix et orchestre, ou dans des pièces pour piano dans le style ancien. Pour compléter sa formation, il va assister aux répétitions des concerts du conservatoire qui étaient donc dirigés par Jules Padeloup. Et ce n'est pas le seul à faire ça, puisque vous avez des compositeurs importants comme Vincent d'Indy, comme Georges Bizet, mais aussi son ami Henri Duparc. Et l'intérêt de ces répétitions, donc pour ces concerts, c'est qu'en général, c'était des œuvres nouvelles, récentes qui étaient jouées, ce qui permettait d'être au fait des dernières œuvres, des dernières tendances musicales. Donc voilà pour la formation. Vous savez tout sur la formation d'Alexis de Castillon. On va passer maintenant à sa carrière en tant que compositeur. Alors déjà, sur ce qu'on a vu, sur la période 1864-1869, il a composé quelques œuvres. On peut noter donc 5 œuvres de chambre, une suite pour piano et 6 mélodies pour voix et piano. Ses cours avec César Franck vont lui permettre de faire connaissance de toute la jeune école française, notamment de Vincent d'Indy, qui va être un compositeur essentiel à l'époque pour la musique française. Mais ça, on y reviendra dans une vidéo ultérieure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'alors que Vincent d'Indy est tout jeune, Alexis de Castillon décèle déjà chez lui un grand talent et lui promet un grand avenir. Et en retour, Vincent d'Indy voyait dans Alexis de Castillon un peu un frère aîné de la musique. Donc il y a vraiment une relation, un respect mutuel de ces deux compositeurs. Alexis de Castillon va aussi rencontrer et fréquenter le milieu musical, puisqu'il sera régulièrement invité au lundi de 500. Donc ce qu'on appelle lundi de 500, c'était des repas, des soirées organisées chez Camille Saint-Saëns tous les lundis, un peu comme chez Mallarmé, qu'on appelle les mardis de Mallarmé. Et d'ailleurs, on peut noter qu'Alexis de Castillon va lui-même recevoir régulièrement des jeunes musiciens dans son appartement afin d'avoir des discussions sur la musique en général. Au niveau global de sa carrière, ce qu'on peut retenir, c'est que les critiques de l'époque vont souvent lui reprocher d'avoir plus d'idées que de métiers. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'il avait beaucoup de créativité, d'imagination musicale, mais il n'avait pas la formation nécessaire, la formation technique, pour mettre en œuvre ses idées, et on va souvent lui reprocher d'être défaillant au niveau du traitement harmonique des œuvres. En revanche, si les critiques sont sévères avec lui, les compositeurs de sa génération vont le soutenir. Bien, alors on a bien sûr Camille Saint-Saëns, on va avoir Georges Bizet, Henri Duparc, ou des compositeurs plus âgés, bien comme César Franck ou Édouard Lalo, dont ses pairs l'ont reconnu comme un compositeur de talent. On peut dire qu'il commence à se faire connaître en 1869, donc à l'hiver 1869, en décembre 1869, à Pau, justement. Vous vous rappelez, il allait tous les hivers à Pau depuis 1863 pour ses problèmes de santé, et c'est là qu'il va faire exécuter pour la première fois son quatuor à cordes, opus 7. Donc à ce moment-là, il se fait connaître à Pau depuis quelques années. En revanche, il est toujours quasiment inconnu de la presse parisienne. Il faut attendre l'après-guerre, donc l'après-guerre de 1870, face à la Prusse, pour qu'il soit connu à Paris. Donc évidemment, en tant qu'ancien militaire, il va s'engager dans cette guerre de 1870 à mars 1871. Puis, à ce moment-là, il a commencé à faire exécuter ses œuvres à Paris, mais c'est aussi le moment où ses problèmes de santé vont s'accentuer, et ce qui fait que sa mort va arriver assez rapidement. En 1871, il participe à quelque chose de très important, à la création de la Société nationale de musique. Donc il fait partie des fondateurs avec notamment Camille Saint-Saëns. Et le but de cette Société nationale de musique est de promouvoir la musique instrumentale. Comme je vous le disais précédemment, en France, ça a toujours été la musique lyrique qui était mise en avant. Et donc, il y avait vraiment un besoin de promouvoir cette musique purement instrumentale. Et on va donner à Alexis de Castillon le poste de secrétaire de cette société. Donc il avait vraiment un rôle majeur dans cette entreprise. Et justement, dans la foulée de cette création,
va être exécutée par la Société nationale de musique, une œuvre d'Alexis de Castillon, ces pièces dans le style ancien, dont nous reparlerons dans la deuxième vidéo. Donc, dès le premier concert, on met au programme une œuvre d'Alexis de Castillon. Dans ces années-là vont être aussi exécutées des œuvres qu'il avait composées auparavant, on n'a pas exactement les dates, mais on sait que son quatuor à cordes va être exécuté par la Société nationale, donc qui était dirigée notamment par Charles Lamoureux, et malchance pour notre ami Alexis de Castillon, qui souvent va avoir de la malchance dans sa vie. Pendant le concert, le violon de Charles Lamoureux, donc, qui était premier violon, va avoir 3 cordes qui vont lâcher successivement à différents moments du morceau, ce qui va forcément entacher la représentation. Donc peu de chance pour Castillon, et à la même époque va être exécuté son quintet pour piano et cordes opus 1, et là, autre problème, c'est que l'altiste va se perdre totalement pendant le développement musical et va se retrouver en décalage de 2 mesures. Donc c'est-à-dire que ça ne voulait plus rien dire ce qui était joué. Donc voilà, vraiment pas de chance. En plus des difficultés autres de santé, etc., et de la musique instrumentale, il a eu des déboires. Heureusement, il a connu quelques succès, mais c'était principalement dans des concerts privés où il a eu l'occasion de jouer ce quintet, justement, ou sa sonate pour violon. Et là, dans le cadre privé, dans le cadre justement des connaisseurs, et souvent de compositeurs, il a rencontré le succès. Et cette époque, 1869-1871, elle est marquée par quelques compositions aussi, et des compositions assez importantes. D'abord son concerto pour piano, qui est une de ses œuvres les plus substantielles, une ouverture pour orchestre, œuvre très intéressante dont on parlera dans la deuxième vidéo, et 3 opus pour piano. On arrive déjà à la fin de la carrière de Alexis de Castillon, donc les années 1872-1873. En 72, Camille Saint-Saëns va créer le concerto pour piano, donc qui avait été composé 1 an auparavant. À la baguette, vous avez Jules Padeloup dans le cadre des concerts populaires. Hélas, l'œuvre est sifflée par le public à tel point que Camille Saint-Saëns décide de quitter la salle au milieu du 3e mouvement, qui était le dernier mouvement, et avant de partir, il met même 2 coups de poing sur le clavier pour montrer son mécontentement. Donc il faut savoir qu'à l'époque, ça se faisait régulièrement de siffler des œuvres. Le public se manifestait plus qu'aujourd'hui. Mais donc, voilà, un échec cuisant pour Alexis de Castillon en 72. Cette même année est exécuté son quatuor pour piano, donc dans lequel donc, il y avait Édouard Lalo parmi les interprètes, et cette fois-ci ce concert est organisé par la Société classique et rencontre un accueil très favorable, mais on verra dans la deuxième vidéo aussi que justement il y a eu une amélioration formelle entre son quintet pour piano et cordes et son quatuor pour piano et cordes. L'année 1872 est aussi marquée par un signe de reconnaissance du milieu musical de l'époque, puisque le compositeur Paul Lacombe va lui dédier ses 4 pièces pour violon et piano. Ça prouve encore une fois qu'il était vraiment reconnu par ses pairs. Enfin, fin 1872, donc, et début 73, pendant l'hiver, comme d'habitude, il décide d'aller à Pau, puis dans les Pyrénées pour profiter du climat plus doux, et profite pour composer un trio pour piano et cordes, un psaume pour voix et orchestre, et quelques pièces pour piano. Toujours dans l'hiver 1973, en janvier, va être exécutée une orchestration d'Alexis de Castillon de l'impromptu en ut mineur de Schubert. Donc ça se fera encore à Pau, puisqu'il passe, je vous l'ai dit, ses hivers à Pau, donc très actif à Pau, mais ça montre aussi qu'il s'intéressait à Schubert et qu'il avait quand même une bonne maîtrise de l'orchestre pour orchestrer des œuvres pour piano. Et en mars 1873, il décède déjà à 34 ans, donc d'une congestion pulmonaire. Donc à ce moment-là, il est à Paris, il est rentré à Paris après, à la fin de l'hiver. Lors de ses obsèques, Camille Saint-Saëns lui rend un magnifique hommage puisqu'il va jouer à l'orgue, même improviser à l'orgue,
une superbe œuvre basée sur l'andante du concerto pour piano d'Alexis de Castillon. Donc, un magnifique hommage, et les témoins de l'époque affirment que ça a été une des plus belles improvisations de Camille Saint-Saëns. Pour cette dernière période, 1872-1873, on peut noter comme composition d'Alexis de Castillon 4 pièces pour orchestre, ou 4 en tout cas opus pour orchestre, dont le concerto, 2 opus pour piano, une œuvre de musique de chambre et bien sûr le psaume pour voix et orchestre. Donc des années assez riches avec des œuvres assez substantielles. Avant de terminer cette vidéo, on va parler des années qui ont suivi la mort d'Alexis de Castillon, un petit peu, quelle postérité il a eu. Donc déjà, on peut voir que dès son décès, la revue et gazette musicale, qui était la principale revue musicale française à ce moment-là, donc là je vous mets la citation à l'écran, disait d'Alexis Castillon qu'il était l'un des plus vaillants parmi les champions de la jeune école française, et rajoute « Ce sympathique artiste a produit des œuvres instrumentales qui ont été très remarquées, quoique l'inspiration soit inégale, et de la plupart desquelles les musiciens font grand cas. » Donc vous voyez, il y a à peu près tout là-dedans. On dit voilà, bon, qu'il a produit des œuvres qui ont été remarquées, donc qui ont été appréciées, mais qui étaient d'inspiration inégale. Donc voilà, toujours pareil, quelques faiblesses, et qu'il était apprécié par ses pairs. On a à peu près tout dans cette critique. Toujours donc en 73, 2 mois plus tard, donc on va être exécuté une de ces suites pour orchestre au Théâtre de l'Odéon par la Société nationale de musique sous la direction d'Édouard Colonne. Donc Édouard Colonne qui était, comme Padoulou, un des chefs d'orchestre importants de l'époque qui a beaucoup diffusé la musique au travers de concerts. Et cette exécution va être globalement un succès, à l'exception du premier mouvement de la suite, qui est un peu moins bien reçu. Un an plus tard, en mai 1874, c'est son psaume pour voix et orchestre, cette fois-ci, qui est joué à la salle Hertz. Donc là, cette fois-ci, c'est un échec, mais une fois de plus par malchance, puisqu'en fait le ténor se désiste au dernier moment, et à 20 minutes du concert, on doit, faute de remplaçant, on choisit le trompettiste qui était apparemment un chanteur correct, ou prétendument un chanteur correct, pour jouer la partie du ténor. Donc il y a eu 20 minutes pour se préparer, et bon, ça a été une catastrophe, ce qui a valu l'échec, hélas, critique de ce psaume. Enfin, dans les années 1890, on remarque d'abord la première exécution de son ouverture, qui s'appelle Torquato Tasso, donc qui est inspiré d'un drame de Goethe, qui avait été composé, donc, bien sûr, bien avant, en 1871, et donc cette œuvre est exécutée à nouveau grâce à la Société nationale de musique. 2 ans plus tard, le grand violoniste et compositeur Eugène Ysaÿe, donc un des plus célèbres de son temps pour le violon, et qui était membre de la Société nationale de musique, va interpréter les 2 quatuors de Castillon, c'est-à-dire le quatuor pour cordes et le quatuor pour piano et cordes. Et donc à partir de ce moment-là, la Castillon va connaître un peu une descente aux enfers, puisqu'il va être de moins en moins joué jusqu'à ne plus être joué du tout. On sait que son ami, et qui était aussi son éditeur, Hartmann, va conserver une partie des œuvres non éditées, sous forme de manuscrits, parmi lesquels il y aura 2 œuvres inachevées, une symphonie et un quatuor. Donc voilà, encore des ambitions d'œuvres d'envergure à la fin de sa vie, hélas, qui ne l'a pu achever. Voilà pour la carrière d'Alexis de Castillon et de sa postérité. Au XXe siècle, il disparaît quasiment totalement avant d'être reconnu progressivement à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en bilan de la vie d'Alexis de Castillon? D'abord qu'il a été incompris du public. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y avait beaucoup d'originalité, donc ça déroutait un petit peu le public. Et deuxièmement parce qu'il y avait souvent une faiblesse formelle. Et à l'époque, le public se raccrochait à ça, c'est-à-dire que il aimait se retrouver dans une œuvre, comprendre le sens, où allait l'œuvre. Si vous faisiez utiliser la forme sonate, par exemple, ou la forme rondo, bon, mais, il fallait que ça suive les règles qui étaient habituelles, ce qu'il n'a pas fait, des fois par choix, mais aussi des fois par erreur, des fois par manque de maîtrise. Ensuite, il faut retenir qu'il a été reconnu par les compositeurs de sa génération.
Donc ça prouve quand même sa valeur et son importance. Enfin, un point important qui explique aussi son manque de succès et son manque de postérité, c'est qu'il était spécialisé en musique instrumentale. Et, je vous le redis encore une fois, c'est vraiment la musique lyrique, encore aujourd'hui en France, qui est mise en avant. Donc les deux points qu'on peut retenir pour Alexis de Castillon, c'est qu'il a eu une formation empirique, une formation qui n'était pas vraiment complète, il n'a pas fait le conservatoire, il a appris des coups de composition tardivement, et il est mort très tôt. Tout ça fait que, bien sûr, il n'a pas pu vraiment exploiter son potentiel, alors qu'il avait, d'après ce qu'on peut lire sur les témoins de l'époque, il avait vraiment les capacités de devenir le Berlioz de la musique de chambre, c'est-à-dire apporter l'innovation dans la musique de chambre, telle que Berlioz l'avait apporté lui-même dans la musique symphonique. On arrête là pour cette première vidéo sur Alexis de Castillon, sur la vie d'Alexis de Castillon. On se retrouve très rapidement pour la deuxième vidéo qui portera sur l'œuvre. Donc là, on va analyser son écriture, on va analyser à peu près toutes les œuvres qu'il a composées, il n'y en a pas énormément, pour voir à peu près qu'est-ce qu'on peut retenir cette fois-ci au niveau musical et rentrer un peu plus dans le détail. Je vous conseille aussi quelques CD. Pour être au courant de la sortie de cette vidéo, pensez à vous abonner, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche pour être notifié de la sortie de la vidéo. Dans la description, vous retrouvez le lien vers la page Facebook. N'oubliez pas bien sûr de mettre aussi, si sa vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vers le haut pour... c'est important pour soutenir la chaîne. Aussi de donner votre appréciation, vos commentaires, si vous connaissez Castillon, si vous avez peut-être croisé des informations autres, complémentaires à ce que je viens de vous dire. Et puis, il me reste à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Alexis de Castillon. Ciao!